Ok, alors on commence. On va faire la série numéro 3 aujourd'hui. Alors, exercice 1, vous avez l'énoncé sur votre écran. Alors, soit ci-dessous deux associations de condensateurs. Premièrement, calculer les capacités équivalentes aux deux associations. Et deuxièmement, dans chacun des cas, on applique entre A et B une différence de potentiel de 1000 volts. Puis on débranche la source et on réalise un court-circuit entre A et B. Calculer la quantité de charge qui a circulé et l'énergie libérée pendant cette opération. Alors, premier circuit, on a deux résistances en série et cet ensemble est en parallèle avec deux condensateurs en série en parallèle avec un condensateur, un troisième condensateur, et le tout est en série avec un quatrième condensateur. Alors, je vais aller à la solution. Voilà. Alors, on va procéder comme on l'a vu ce matin en cours. On va associer les condensateurs de manière progressive jusqu'à ce qu'on arrive à un seul condensateur. Alors, la première simplification qu'on va faire, ça va être d'associer les condensateurs C1 et C2. Alors, j'ai mis des noms pour pouvoir écrire des expressions littérales. D'accord? Comme ça, les résultats seront des résultats généraux et non pas juste un cas particulier. Alors, j'ai donc deux condensateurs C1 et C2 en série. Donc, je vais dire que leur condensateur équivalent aura une capacité C. D'accord? Ensuite, eh bien, à la place de ces deux condensateurs, je vais mettre leur condensateur équivalent. Je vais les remplacer, C1 et C2, je vais les remplacer par leur condensateur équivalent. Ensuite, eh bien, je vais commencer par simplifier cette association. Donc, j'ai deux condensateurs en parallèle. Donc, C que j'aurais obtenu ici en associant ces deux condensateurs. Donc, j'aurai C en parallèle avec C3. Donc, je vais remplacer cette association par un seul condensateur que j'appellerai C'. Et ensuite, eh ben, j'aurai à la place de ces deux condensateurs un condensateur C' et le condensateur C4 qui va être en série. Voilà. De, dans quel ordre est-ce qu'il faut faire les choses? Alors, on va commencer donc par remplacer C1 en série avec C2 par un seul condensateur de capacité C. Alors, on a vu tout à l'heure que quand on associe deux condensateurs en série, eh bien, on a 1 sur C égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, on réduit au même dénominateur et on inverse pour avoir C. Alors, on réduit au même dénominateur, donc j'aurai C1 plus C2 sur C1, C2. Et ce que je viens de calculer, ce n'est pas directement le condensateur équivalent, c'est 1 sur C. Donc, C, il va falloir que j'inverse. Donc, je mettrai le dénominateur au numérateur et inversement. Donc, C1, C2 sur C1 plus C2. Alors, l'application numérique, C1 vaut 6 microfarads et C2 8 microfarads. Donc, ça va faire 48 divisé par 14, c'est-à-dire 24 septièmes de microfarad. Alors, deuxième étape, on remplace donc C1 et C2 par leur condensateur équivalent. Donc, je mets C. Donc, j'ai C égale 24 septièmes de microfarad et C3 qui vaut 5 microfarads. Donc, je vais écrire que le condensateur équivalent à C
en parallèle avec C3, c'est la somme des deux capacités. Donc, ça sera C plus C3. Donc, j'ai C' égale à C plus C3. Alors, C, j'avais trouvé 24 septièmes. C3, c'est 5. D'accord? Donc, je vais avoir 24 plus 35 septièmes, donc 59 septièmes. Voilà. Donc, j'ai, je remplace ces deux condensateurs en parallèle par leur condensateur équivalent de capacité C'. Et je me retrouve au bout du compte avec deux condensateurs en série, donc C', qui est le condensateur équivalent à C en parallèle avec C3, et puis le dernier condensateur C4. Alors, c'est une association série, donc 1 sur C équivalent va être égal à 1 sur C' plus 1 sur C4. Alors, on écrit ça, 1 sur le condensateur équivalent entre les deux points A et B égale à 1 sur C' plus 1 sur C4. Je réduis au même dénominateur, donc C' plus C4 sur C', C4. Et j'inverse parce que ce que je viens de calculer, c'est 1 sur CAB, ce n'est pas directement la capacité du condensateur équivalent. Donc CAB, ça sera C', C4 sur C' plus C4 et j'obtiens 2,21 microfarad. Est-ce que c'est clair? Alors, si je reviens sur mon schéma initial, il faut toujours essayer de réduire en commençant par le plus, on va du plus simple au plus complexe. C'est-à-dire que ici, on n'aurait pas pu écrire directement euh, le condensateur équivalent à tout ça. C'est-à-dire qu'on a été obligé de réduire, c'est-à-dire à chaque fois, dans chaque petite partie du circuit, vous devez vous arranger pour remplacer un ensemble de condensateurs par un seul. C'est-à-dire que ici, ce qui saute aux yeux, c'est que il faut d'abord euh, remplacer ces deux-là par un seul condensateur. Ensuite, quand on tombe là-dessus, eh ben, on voit tout de suite que la première étape ici, ça va être de remplacer ces deux-là par un seul condensateur. Et ensuite, eh ben, on se retrouve avec juste deux condensateurs à associer. Voilà, on essaie de simplifier le circuit au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'était pour le premier montage. Alors, deuxième montage, là, ça va être beaucoup plus simple. Alors, dans ce montage-là, ben, j'ai trois condensateurs en série, mais ce qu'il y a de particulier, c'est ils ont tous la même capacité. Alors, je vais remplacer ces trois condensateurs en série par un seul condensateur et je vais me retrouver donc avec ce condensateur équivalent qui va être en parallèle avec les trois autres. Mais je sais que quand j'ai des condensateurs en parallèle, la capacité du condensateur équivalent, c'est la somme des capacités. C'est-à-dire que entre A et B, CAB, ça sera C plus C4 plus C5 plus C6. Donc, la, la première étape, ça va être de remplacer C1, C2, C3 qui sont en série par un seul condensateur. Et puis après, ben, le problème sera très simple, ce sera une association de quatre condensateurs en parallèle. Alors, j'écris donc que 1 sur C, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Alors là j'ai fait le calcul. Hein. J'ai réduit au même dénominateur. J'ai écrit que le dénominateur commun, c'est C1, C2, C3. Que ici, je vais donc avoir C2, C3 plus C1, C3 plus C1, C2. Là, je les ai remis dans l'ordre.
divisé par C1, C2, C3. Et pour avoir C, ouais, puisque je viens de calculer 1 sur C, pour avoir C, j'inverse. Et quand on fait le calcul, eh bien, on se rend compte que c'est 1 microfarad. Mais j'aurais très bien pu, sans avoir à faire toutes ces opérations de réduire au même dénominateur, de faire la somme, etc., j'aurais pu juste écrire que travailler directement avec les valeurs numériques et dire que 1 sur C, puisque c'est 1 sur C1, C1 c'est 3 microfarads, donc j'écris que c'est 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 égale 1, d'accord? Donc C égale 1 sur 1, j'inverse, c'est 1 microfarad. Ça va? Alors là, j'ai fait le calcul comme si C1, C2, C3 n'avaient pas des valeurs particulières, comme si les valeurs étaient complètement différentes et qu'on est obligé de réduire d'abord au même dénominateur, de calculer C, d'inverser pour avoir, de calculer 1 sur C, pardon, et d'inverser pour avoir C. Mais ici, dans ce cas, le calcul, il était tout simple, hein, c'était 3 fois un tiers qui donne 1, donc l'inverse de 1, c'est 1 microfarad. Alors, maintenant, bah, il faut que je fasse l'association de C, donc qui vaut 1 microfarad. En parallèle, vous voyez bien que le condensateur qui peut remplacer ces trois condensateurs, eh bien, il est aussi entre les deux points A et B, de la même façon que C4, C5 et C6. Donc, les quatre sont bien en parallèle. Ils sont tous entre eux. Leur borne, c'est le point A et le point B. Donc, cette fois, ben, ça va être beaucoup plus simple. Le condensateur équivalent entre les deux points A et B, eh bien, c'est C plus C4 plus C5 plus C6. Alors, C, j'ai trouvé 1 plus 3 fois 3, donc 10 microfarads. Voilà. Alors, essayez toujours avant de vous lancer dans des expressions compliquées comme ça, essayez de voir si ça se simplifie, parce que j'aurais pu avoir, je sais pas, j'aurais pu avoir 1 microfarad, 2 et puis 3, et à ce moment-là, bah, c'est plus facile d'écrire un, 1 plus un demi plus un tiers et ça se simplifie beaucoup plus facilement que d'écrire des expressions compliquées comme ça. Voilà. Vous regardez bien les valeurs numériques et vous verrez que la plupart du temps, ça se simplifie. Bon, vous avez eu les deux exemples dans cet exercice. Le premier où ça se simplifiait pas et on trouve d'ailleurs une capacité qui a une drôle de valeur. Et puis, il y a des fois où vous pouvez tomber sur des valeurs très particulières qui vous donnent un calcul tout simple et un résultat qui tombe rond. Voilà. Alors, j'ai pas fait les applications numériques de la question 2, mais c'est juste des multiplications. Donc, alors, la charge qui a circulé quand on court-circuite les armatures de cette association de condensateurs, eh bien, ça donne la charge du condensateur équivalent, c'est-à-dire la capacité multipliée par la différence de potentiel VA moins VB. Et l'énergie, eh bien, c'est 1 demi. Alors, je vous rappelle qu'on avait plusieurs façons, trois façons d'écrire l'énergie emmagasinée dans le condensateur. On peut soit dire que c'est 1 demi de Q VA moins VB, d'accord? Ou bien 1 demi de Q carré sur C, ou bien, alors c'est AB évidemment, d'accord?
ou bien un demi de C multiplié par VA moins VB au carré. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a la tension, on a la capacité, mais on a aussi la charge qu'on a calculée juste avant. Donc, n'importe laquelle de ces relations peut être appliquée, hein. Soit celle-ci parce qu'on vient de calculer la charge et qu'on connaissait déjà la capacité, soit celle-là, on vient de calculer la capacité et on nous a donné la différence de potentiel, soit celle-ci puisqu'on vient de calculer la charge et qu'on a calculé, qu'on nous a donné la différence de potentiel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? C'est bon? D'accord. Bon, eh ben on passe. D'accord, très bien. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Alors, on va passer aux associations de résistance cette fois. Alors, on procède de la même façon. Euh, une petite minute, je vous remets le texte de l'exercice. Alors, la résistance équivalente à l'association de résistance représentée par la figure ci-contre est RAB égale 20 ohms. Calculer la valeur de R1. Alors, vous voyez que toutes les résistances sont soit égales à R1, soit à un multiple de R1. On vous donne la résistance équivalente et on vous demande de calculer la valeur de R1. Sachant que V1 moins VB égale 50 volts, calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance RAB pendant un intervalle de temps de 5 minutes. Alors, on n'est pas arrivé à la loi de Joule ce matin, mais c'est pas grave, vous connaissez déjà la loi de Joule. On va pouvoir faire la deuxième question. Voilà, donc on procède comme on l'a fait pour les condensateurs. On part de notre circuit de départ et on essaye de le simplifier progressivement. D'accord? Alors, pour pouvoir le simplifier, euh, il faut trouver quelque part où on a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que on n'a nulle part de résistance en parallèle, enfin, on n'a pas deux résistances en parallèle, on a plutôt un assemblage de résistances qui va être en parallèle avec quelque chose. Donc, on va commencer par simplifier cette partie-là. J'ai mise en rouge parce que on voit bien que ces trois résistances sont en série. Donc, on va les remplacer par leur résistance équivalente. Je sais que la résistance équivalente à trois résistances en série, c'est la somme des résistances. Donc, je vais écrire que R, si j'appelle tout cet assemblage R, c'est R1 plus 2R1 plus R1. D'accord? Alors, à partir de maintenant, eh bien, dans mon schéma, à la place de ces trois résistances, je vais mettre leur résistance équivalente. Donc, je garde tout à l'identique, c'est-à-dire que j'avais R1, 2R1, R1, et puis ici 2R2. Donc, je redessine tout pareil, sauf que à la place de ces trois résistances, je mets leur résistance équivalente. Et je me repose la question, est-ce que j'ai un endroit où j'ai soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle? Eh bien, je me rends compte ici que j'ai deux R1
qui est en parallèle avec R. Donc, je vais remplacer cet assemblage par leur résistance équivalente. Donc, à la place de 2R1 en parallèle avec R, je vais mettre R', d'accord? Et je vais redessiner mon circuit en remplaçant ces deux résistances en parallèle par R'. Alors, les voilà. Donc, j'ai deux R1 qui restent identiques, R1, cette résistance et celle-là qui restent à leur place. Et juste à la place de ces deux-là, je vais mettre R'. Donc, voici R'. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, je cherche encore une fois, est-ce qu'il y a un endroit dans le circuit où j'ai soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle? Et je vois bien que ces trois résistances sont en série. Donc, je vais les remplacer par R seconde, qui va être la somme des trois résistances. Et je suis arrivée à ma dernière étape où je me retrouve avec la résistance de R1 qui est en parallèle avec la résistance équivalente R seconde. Et là, bon, je n'ai plus que deux résistances en parallèle, je les remplace par leur résistance équivalente. Voilà. Est-ce que vous avez compris la démarche? Maintenant, on peut faire les calculs. C'est bon? Alors, on y va. OK. Alors, on a dit qu'on commençait par, dans un premier temps, remplacer ces trois résistances qui sont en série. Alors, ce qui est en série, d'accord? Il faut que les résistances, elles soient à la suite les unes des autres. C'est-à-dire que là où finit la première résistance, il y a la deuxième qui commence. Et là où finit la deuxième résistance, il y a la troisième qui commence. C'est ça une association en série. Par contre, en parallèle, vous devez avoir sous la même différence de potentiel deux résistances. C'est-à-dire que j'ai une borne de cette résistance qui est connectée avec une borne de celle-là, et vous avez les deux autres bornes qui sont obligatoirement reliées. C'est là qu'on parle, bon, ça s'est effacé, c'est comme ça qu'on peut parler d'association parallèle. Il faut que les deux bornes, les deux résistances ou de la série de résistances, des N résistances en parallèle, il faut que leurs bornes soient connectées ensemble deux par deux. Alors que là, dans une association série, vous avez une première résistance, à la suite une deuxième et à la suite une troisième. Ça, c'est une association série. Alors, je vais donc remplacer R1, 2R1 et R1, ces trois résistances en série, je les remplace par leur résistance équivalente que j'ai appelée R. Donc, j'ai R égale R1 plus 2R1 plus R1, c'est-à-dire 4 fois R1. Et je redessine mon schéma en remplaçant ces trois résistances par leur résistance équivalente. J'ai mis R. Alors maintenant, eh ben, j'ai regardé, est-ce qu'il y a un endroit où j'ai des résistances en série ou en parallèle? Eh bien, ce qui me saute aux yeux, c'est que ces deux résistances sont en parallèle. Et donc, je vais les remplacer par leur résistance équivalente, R'. Donc, comme elles sont en parallèle, eh bien, je sais que 1 sur R' égale à 1 sur R plus 1 sur 2R. Alors, je réduis au même dénominateur. Donc, ici, j'aurai 2 fois 4R1. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi est-ce que j'ai mis 4R1? C'est faux, ça. C'est 2, hein? Euh, Ah oui, pardon.
Pardon, R, j'avais trouvé que c'était, c'est juste, hein. R, j'avais trouvé que le résultat, c'était 4 fois R1, donc j'ai écrit que sur, 1 sur R' égale à 1 sur 2 R1 plus 1 sur R. R étant égal à 4 R1, donc j'ai 1 sur 2 R1 plus 1 sur 4 R1. Je réduis au même dénominateur qui est 4 R1. Donc ici, je multiplie par 2. Je vais avoir 2 plus 1 sur 4 R1, donc 3, 3 sur 4 R1. Alors, tout ça, le calcul que je viens de faire, ce n'est pas R', mais 1 sur R'. Donc, j'inverse pour avoir R'. Donc, si 1 sur R', c'est 3 sur 4 R1, ça veut dire que R' est égal à 4 R1 sur 3, donc 4 tiers de R. Alors, j'en suis donc à cette étape. J'ai calculé R'. Donc, maintenant, je redessine mon circuit en mettant à la place de ces deux résistances leur résistance équivalente R'. Et je regarde encore une fois, est-ce qu'il y a un endroit dans le circuit où j'ai soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle, et je vois tout de suite que R1, R' et R1 sont en série, donc je vais chercher leur résistance équivalente que j'appelle R seconde. Alors R seconde, puisqu'elles sont en série, ça va être R1 plus R' plus R1. Donc R seconde, c'est R' plus 2 fois R1. Alors R', j'ai trouvé que c'était 4 tiers de R1 plus de R1, donc je réduis au même dénominateur, je vais avoir 4 plus 6, donc 10 tiers de R1. C'est bon, vous suivez? Alors, je viens de calculer R seconde, donc je redessine encore une fois mon circuit en remplaçant ces trois résistances en série par leur résistance équivalente que j'ai appelée R seconde. Donc, je vais avoir eh bien, la seule résistance qui reste, 2 fois R1, en série avec R seconde. Alors, je sais comment trouver RAB, la résistance équivalente. Je vais dire que 1 sur RAB est égal à 1 sur 2 R1 plus 1 sur R seconde. Voilà. Alors, je sais que R seconde, c'est 10 tiers de R1. Donc, je vais avoir 1 sur R seconde qui sera égal à 3 sur 10 R1. Je réduis au même dénominateur, ça revient à multiplier ici par 5. Et j'aurai 5 plus 3 sur 10 fois R1, donc 8 sur 10 R1, c'est-à-dire 4 sur 5 R1. Autrement dit, RAB, c'est 5 quarts de R1, puisque 1 sur RAB, c'est 4 sur 5 R1. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, le but du calcul, c'était pas de calculer RAB, puisque RAB, on vous le donne dans l'énoncé, on vous dit que c'est 20 tonnes. Le but du calcul, c'était de trouver la valeur de R1, sachant que RAB est égal à 20. Donc, ça me donne R1 égale 4 cinquièmes de RAB, donc 16 ohms. C'est bon? Ok. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice. Ah non, on n'a pas fini, hein. Euh, on nous demande de calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance pendant un intervalle de temps de 5 minutes. Alors, vous avez déjà étudié la loi de Joule au lycée. Donc, le,
l'énergie dissipée par effet Joule, eh bien, c'est R I carré multiplié par T. On verra la forme différentielle de cette loi de Joule la prochaine fois. On n'a pas eu le temps de finir ça ce matin. Donc, je vous donne le résultat, on le démontrera la semaine prochaine. Alors, la loi de Joule, elle dit que l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans une résistance R quand elle est traversée par un courant I, eh bien, c'est R I carré multiplié par T. Alors, ici, euh, on ne connaît pas la valeur du courant, mais par contre, on nous donne la différence de potentiel aux bornes, aux bornes de cet assemblage de résistance. Je sais que entre les deux points A et B, la différence de potentiel, c'est 50 volts. Alors, ce qu'on va écrire, c'est que VA moins VB, je la connais, je sais que c'est 50 volts. Eh bien, je vais écrire que c'est R. Alors, ici, j'ai écrit ça dans le cas général. Ici, dans notre exercice, c'est RAB. Hein. C'est la résistance qu'il y a entre les deux points A et B. Donc, c'est RAB multiplié par I. Alors, regardez bien dans cette expression qui est la loi d'Ohm, hein, la loi d'Ohm appliquée à la résistance RAB qui est traversée par un courant I quand elle est sous la différence de potentiel VA-VB. Eh bien, la loi d'Ohm va nous permettre de connaître, regardez bien quels sont les éléments qu'on connaît dans cette équation. Eh bien, VA-VB, c'est 50 volts. RAB, on vous le donne dans l'énoncé, c'est 20 ohms. Eh bien, ça veut dire que grâce à cette équation, je peux écrire I. Donc, je vais écrire que I, c'est VA moins VB sur RAB. D'accord? Autrement dit, dans ma loi de Joule, le I carré, je vais pouvoir écrire que c'est VA moins VB au carré sur RAB au carré. C'est bon? Alors, si je remplace, ici, à la place de I carré, je vais mettre VA moins VB. Ben, je vais écrire ce que c'est que I carré. Carré, c'est donc VA moins VB au carré sur RAB au carré. Et je remplace ici dans ma loi de Joule. Donc, je vais avoir RAB, VA moins VB au carré sur RAB au carré multiplié par T. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai RAB au numérateur et le RAB au carré au dénominateur. Donc, RAB n'apparaît plus au numérateur et il va apparaître une seule fois au dénominateur, c'est-à-dire que j'aurai W égale VA moins VB au carré divisé par RAB multiplié par le temps. Voilà. J'ai juste remplacé I carré par VA moins VB au carré sur RAB au carré. Voilà, donc l'énergie dissipée par effet Joule pendant 5 minutes. Alors, quand vous ferez l'application numérique, n'oubliez pas que le temps doit être en secondes, alors qu'on vous l'a donné en minutes. Donc, il faut transformer ça, il faut convertir ça en secondes pour que l'énergie que vous calculez soit en joules, donc dans le système d'unité internationale. C'est bon? Voilà. Alors, j'ai- je pense que c'est la bonne valeur, hein. Vous vérifiez, vous me direz si vous trouvez la même chose. C'est bon, je peux effacer ça? Bon, ok, j'arrête.
D'accord, bon, j'avais déjà effacé. Ok. Alors, on passe à l'exercice 3. Alors, exercice 3, je vais d'abord remettre l'énoncé. Voilà. Alors, dans cette association de résistance, les valeurs des résistances sont, alors vous les avez, R1, R2 égale R3, R4, R5, R6, R7, on vous donne toutes les valeurs des résistances. Premièrement, calculer la résistance équivalente RAB entre les points A et B. Deuxièmement, calculer la différence de potentiel VA moins VC. Alors, le point C se trouve ici, d'accord? Donc, on cherche VA moins VC. Si le courant dans R1 vaut 0,5 ampères. Alors, le courant dans R1 vaut 0,5 ampères. Et ce qu'on vous demande, c'est la différence de potentiel VA moins VC. Alors, on va voir tout à l'heure quel est le lien entre le courant qui passe dans R1 et la différence de potentiel VA moins VC. Il va falloir plusieurs étapes pour arriver à trouver un lien. Alors, dernière question. Calculez dans ce cas la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance équivalente RAB. Alors, la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance. Je vous rappelle que la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Donc, dans notre expression de la loi de Joule, on va éliminer le temps et on aura la puissance qui sera égale à RAB multiplié par I au carré. Alors, on retourne à nos solutions. Alors, la première étape, c'est donc de calculer la résistance équivalente entre les deux points A et B. Alors, on va procéder de la même façon. On va chercher dans notre circuit, est-ce qu'il y a des endroits, un endroit ou des endroits où il y a soit des résistances en parallèle, soit des résistances en série. Alors là, eh bien, on voit qu'on a trois résistances R1, R2, R3 qui sont en parallèle. Donc, on va les remplacer par leur résistance équivalente, je l'appelle R. D'accord? À la place de ces trois, je vais mettre une seule résistance. Et à la place de R5 et R6 qui sont aussi en parallèle, eh bien, je vais mettre leur résistance équivalente R'. Alors, ça m'amène à quoi? Eh bien, ça m'amène à deux résistances en série qui sont R et R4 dans cette branche. Et dans la branche qui est en bas, eh bien, je vais avoir la résistance équivalente à R5 et R6 en série avec R7. Alors ensuite, je me repose la question, est-ce qu'il y a un endroit ou des endroits où il y a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle? Eh bien, j'ai R qui est en série avec R4, donc leur résistance équivalente, je vais l'appeler R seconde. Et j'ai R' en série avec R7, donc je vais les remplacer par leur résistance équivalente R tierce. Alors, j'ai sauté une étape ici. Alors, je vais dire que c'est équivalent à. Alors, entre les points A et B, eh bien, je vais avoir ici R seconde et ici R tierce, d'accord? Et j'ai donc deux résistances en parallèle que je vais remplacer par leur résistance équivalente. C'est bon? Alors, on y va. Donc, il manquait ici cette étape-là, hein.
Donc, je répète, j'élimine les trois résistances en parallèle, je les remplace par leurs résistances équivalentes. Ces deux résistances en parallèle, je les remplace par leurs résistances équivalentes. Ensuite, je vais simplifier cette branche. Je mets la résistance équivalente à R en série avec R4, la résistance équivalente aux deux résistances en série R' et R7. Et puis après, ben, j'ai plus que R seconde en parallèle avec R tierce que je vais remplacer par leur résistance équivalente. Alors, on y va. Alors, première étape, je cherche R, la résistance équivalente à R1, R2, R3 en parallèle. Donc, 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Alors, 1 sur R1, c'est 1 huitième. R2 égale R3 égale 1 seizième. Donc, je vais avoir 1 huitième plus 2 seizièmes. C'est bon? Alors, ça fait 1 huitième plus 2 seizièmes. Ça fait 2 seizièmes plus 2 seizièmes, c'est-à-dire 4 seizièmes, c'est-à-dire un quart. C'est bon? Vous avez vérifié? Ça va? Tout le monde a vérifié? 1 sur R, c'est bien 1 sur 4. Hein? Puisque R1, c'est 8 et que R2 égale R3 égale 16. Donc, j'ai 1 sur 8 plus 1 sur 16 plus 1 sur 16. Donc, ça donne un quart. Parce que ça donne 4 sur 16. Alors, ce que je cherche, ce n'est pas 1 sur R, c'est R. Donc, j'inverse pour avoir R. Et j'ai donc cette résistance qui vaut 4 ohms. C'est bon? D'accord. Alors, ensuite, eh ben, je vais chercher la résistance équivalente à R4, R5 en parallèle avec R6. Donc, j'ai 1 sur R' égale à 1 sur R5 plus 1 sur R6. Alors, R5 vaut 9, R6 vaut 18. Donc, je vais avoir 1 sur 9 plus 1 sur 18. Ça me donne 2 sur 18 plus 1 sur 18, donc 3 sur 18, c'est-à-dire un sixième, ce qui fait que R' est égal à 6 ohms. Voilà. Alors maintenant, ben, je calcule, j'ai déjà remplacé ces trois résistances en parallèle par une seule résistance, ces deux résistances en parallèle avec une seule résistance R'. Maintenant, ben, je vais associer ces deux résistances en série. Donc, j'écris que R seconde, c'est R plus R4. Alors, R plus R4, R, je viens de trouver que c'est 4, et R4, c'est 20 ohms, donc R seconde, c'est 24 ohms. Ensuite, R' plus R7. Alors, R', j'ai trouvé que c'était 6. R7, c'est 6 aussi. Donc, je vais avoir R tierce égale à 12 ohms. Oui. Alors, ensuite, eh ben, il me restera... alors, j'ai trouvé que ici c'était 24 ohms. Et ici, j'ai trouvé 12 ohms. C'est bon? Donc, 1 sur RAB, c'est 1 sur 12 plus 1 sur 24. Donc, ça me fait 3 sur 24. Ce qui me fait, alors, 1 huitième.
D'accord? Donc, ça veut dire que RAB est égal à 8. Si j'ai pas fait, si j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Regardez ça. Voilà, RAB est égal à 8 puisque j'ai 1 sur 24 plus 1 sur 12 égale à 3 sur 24. Donc, 1 huitième et RAB est égal à 8 ohms. Voilà donc pour les associations de résistance. Alors maintenant, eh ben, on va chercher alors la différence de potentiel VA moins VC si je connais le courant IR1. D'accord? Le courant qui passe dans la résistance R1. Alors la seule donnée qu'on a, on ne connaît pas la différence de potentiel VA moins VB. On ne connaît pas le courant total qui passe dans la résistance équivalente. La seule chose qu'on connaisse, c'est les valeurs des résistances et ce courant qui passe dans la résistance R1. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue des courants? Alors, j'ai le courant qui passe, alors ce circuit-là est équivalent à une seule résistance RAB qui se trouve entre les deux points A et B et qui est traversée par un courant I. D'accord? Donc le courant entre par le point B, traverse la résistance équivalente RAB et sort par le point B. D'accord? Et je sais, alors la seule chose que je ne connais pas la différence de potentiel, je ne connais pas le courant, mais je connais la résistance RAB. Alors, ce courant, qu'est-ce qui va lui arriver quand il traverse la résistance RAB? Alors, il ne faut pas oublier que la résistance RAB, ce n'est pas une résistance qui existe physiquement. En réalité, c'est cet assemblage de résistances qui est équivalent à notre résistance RAB. C'est-à-dire que matériellement, je n'ai pas un courant unique qui va traverser une seule résistance, mais j'ai un courant qui va se partager, d'accord? Arrivé ici, ben, il va se partager en une partie I1 et une partie I2. Alors, la partie I1 va passer, euh, on va revenir on va revenir au dessin de la page précédente. Voilà. Alors, vous avez, on va redessiner les courants. Hein. Le courant, c'est le courant qui traverse la résistance équivalente. Donc ici, voici le courant I. Arrivé ici, il va se partager en deux. Il y aura une partie qui passera dans cette branche et une partie qui passera dans celle-ci. Donc ici, ce courant, je vais l'appeler I1 et ce courant, je vais l'appeler I2. D'accord? Donc, le courant qui traverse la résistance équivalente, en réalité, eh bien, quand vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de notre assemblage de résistance, il y a une partie du courant principal qui passe dans cette branche et une autre partie dans celle-là. Et maintenant, eh ben, si vous revenez à ce qu'il y avait comme résistance réelle dans le circuit, on n'avait pas R en série, une résistance qui existe physiquement, R en série avec R4, mais on avait plutôt cet assemblage de résistance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça veut dire que mon courant I1
d'accord? Qui passe dans la branche du haut. Je vais essayer de faire ça avec un trait plus fin. Eh bien, quand il arrive ici, il va se partager pour passer dans chacune des résistances. C'est-à-dire que j'aurai une partie qui va passer dans la résistance R1, je l'appelle IR1, une partie qui va passer dans la résistance R2, je vais l'appeler IR2, et une partie qui va passer dans la résistance R3, que je vais appeler IR3. D'accord? Donc, j'ai mon courant I qui, à chaque fois qu'il rencontre une bifurcation, va se partager sur les deux branches. Donc ici, quand il arrive en ce point, eh bien, il va se partager en un courant I1 qui va passer là et un courant I2 qui va passer là. Et le courant I1, quand il arrive ici, eh bien, il va se partager sur les trois branches, IR1, IR2, IR3. Le courant I2 va se partager lui aussi en IR5 et IR6. D'accord? Chacune des résistances va être traversée par un courant différent. Mais au total, la résistance équivalente, c'est-à-dire que si vous faites la somme de tous ces courants, vous allez avoir I égale I1 plus I2, I1 égale à IR1 plus IR2 plus IR3, I2 égale à IR5 plus IR6, c'est-à-dire qu'au bout du compte, le courant total, eh bien, ça sera IR1 plus IR2 plus IR3 plus IR5 plus IR6. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe du point de vue des courants? C'est bon? Alors, ok, donc je reviens à mes... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça à peu près? Ou vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Ne me répondez pas à peu près. Qu'est-ce qui coince? Dites-moi ce que vous voulez que je reprenne. Là, je vous ai refait. D'accord, si vous voulez. Alors, je vous ai fait les différents courants. Alors ici, le courant I, c'est le courant qui passe dans la totalité de la résistance du bloc formé par toutes ces résistances qu'on pourrait remplacer par la résistance équivalente RAB. Donc, j'ai une partie I1 et une partie I2. Et I1 va se séparer en un courant qui passe dans R1, un courant qui passe dans R2 et un courant qui passe dans R3. Alors, ce qu'on connaît, c'est ce courant-là. D'accord? Celui-là, il est connu. On vous dit que c'est 0,5 ampères. D'accord? Alors, vous connaissez ce courant et vous connaissez les valeurs de toutes les résistances et on vous demande de trouver VA moins VC. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on va essayer de partir de la loi d'Ohm en écrivant VA moins VC. Et puis, on va petit à petit voir comment est-ce qu'on peut combiner nos courants pour arriver à s'en sortir. Alors, première chose, on va dire que VA moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance équivalente ici. Alors, cette résistance, on l'avait appelée R' tout à l'heure. Vous vous rappelez, quand quand on avait fait quand on a calculé notre résistance équivalente, ce bloc-là, on l'a appelé R, il me semble, hein, et ce bloc-là, on l'a appelé R'. D'accord? Donc, je vais faire comme si
comme si j'avais pas ces deux résistances en parallèle, mais une seule qui est R'. D'accord? Donc j'écris que VA moins VC, c'est la différence de potentiel au borne de la résistance R'. La résistance R' est traversée par le courant I2, donc j'écris que VA moins VC est égal à la résistance entre les deux points A et C, c'est-à-dire la résistance R'. Donc j'ai VA moins VC égale à R' I2. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans? Eh ben, je connais R', d'accord? J'avais trouvé 12 ohms, il me semble. Oui, j'avais R égale 24 ohms. Et j'avais trouvé que R', c'était 12 ohms, il me semble, hein. Vous me direz si je me trompe. Voilà. Donc, je connais la résistance R'. Donc, dans cette expression, je ne connais pas VA moins VC, je le cherche. C'est ça l'objet de mon calcul, hein. Je connais R', je ne connais pas I2. Alors, I2, eh ben, je vais dire que I, c'est égal à I1 plus I2, c'est-à-dire que I2, c'est I moins I1. Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans, encore une fois? Je ne connais pas I, je ne connais pas I1. Donc, il va falloir que je me débrouille pour trouver à la fois I et I1. Et si j'arrive à trouver I et I1, eh bien, j'aurai I2. Si je connais I2, eh bien, j'aurai R' I2 qui est la différence de potentiel que je cherche. Alors, eh bien, on va regarder ce que c'est que I déjà. Alors, j'efface, hein. C'est bon? Vous avez noté? Je peux effacer ou pas? D'accord. OK. Alors, je vais me débrouiller. Alors, je repose notre problème. Si j'arrive à connaître I2, eh bien, j'aurai VA moins VC. Donc, I2, je sais que c'est I1, I moins I1. Donc, je vais chercher d'un côté I, de l'autre côté, je vais chercher I1. Alors, qu'est-ce que c'est que I? Eh bien, I, c'est le courant total qui traverse la résistance équivalente. C'est-à-dire que je vous rappelle que ça, c'est équivalent à une seule résistance R A B traversée par un courant I. Et cette résistance se trouve, une petite seconde, je vais refaire mon dessin. Alors, j'ai entre les deux points A et B, ma résistance RAB traversée par un courant I. Ça va? Donc, j'écris que I, c'est VA moins VB sur RAB, puisque VA moins VB, c'est RAB multiplié par I, qui est donné par la loi d'Ohm appliquée à la résistance RAB qui se trouve entre les deux points A et B traversés par un courant I. D'accord? Donc VA moins VB est égal à RAB multiplié par I. Autrement dit, I, c'est VA moins VB divisé par RAB. Alors, on a déjà I. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour calculer I?
eh bien, je connais RAB, mais je ne connais pas VA moins VB. Donc, il va falloir chercher, chercher d'un autre côté comment est-ce que je peux avoir VA moins VB. Alors, euh, j'ai dit qu'il fallait chercher à la fois le courant I et le courant I1. Donc ici, je suis un petit peu dans une impasse, hein. Je connais RAB, mais je ne connais pas VA-VB. Donc pour le moment, je ne connais pas le courant I. Je vais voir si je peux me débrouiller pour avoir le courant I1, qui est le deuxième terme ici dans mon courant I2, qui est I-I1. Alors, je vais essayer de m'en sortir en cherchant le courant I1. Alors, qu'est-ce que c'est que ce courant I1? Eh bien, c'est, alors je pourrais dire que c'est VA moins VD divisé par RAD. Alors, la résistance qu'il y a entre les deux points A et D, je vous rappelle qu'on l'avait appelé R, d'accord? Et celle-ci, on l'avait appelée R'. Donc, j'écris que VA moins VD, c'est égal à cette résistance équivalente qui est la résistance entre les deux points A et D, c'est-à-dire la résistance R, multipliée par le courant I1. Voilà. Alors, est-ce que je suis arrivée à mon objectif? Eh ben non, parce que la résistance R, je la connais, je sais que c'est 24 ohms, je l'ai calculé tout à l'heure, mais je ne connais toujours pas VA moins VD. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de trouver VA moins VD, à votre avis? Est-ce que quelque chose dans l'énoncé me permet de calculer VA moins VD? Ben, on regarde nos données. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on connaît les valeurs des résistances et on sait que le courant dans R1, c'est 0,5 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on a comme différence de potentiel aux bornes de R1? R1 se trouve entre quel point et quel point? Eh bien, R1 se trouve entre le point, tout ça est relié, hein? Ben, R1 se trouve entre le point A, ici, cette borne est reliée au point A, et cette borne est reliée au point D. D'accord? Donc, aux bornes de la résistance R1, j'ai la différence de potentiel VA moins VD. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1? Ben, j'applique la loi d'Ohm. Je connais le courant IR1, je connais la valeur de R1, donc je connais la différence de potentiel VA moins VD, qui est à la fois la différence de potentiel aux bornes de R1, qui est aussi la différence de potentiel aux bornes de R2, qui est aussi la différence de potentiel aux bornes de R3, et qui est aussi la différence de potentiel aux bornes de la résistance équivalente à ces trois résistances, qui est R. D'accord? Donc VA moins VD, eh bien c'est R1 multiplié par I R1, et comme I1, c'est VA moins VD sur RAD, eh bien, VA moins VD, on vient de le calculer, c'est R1, I R1, eh bien, je remplace. Donc, j'ai I1 égale à VA moins VD sur RAD, c'est-à-dire VA moins VD sur R. VA moins VD, je viens de le calculer, c'est R1, IR1. Donc, I1, je réécris ça. VA moins VD, c'est-à-dire R1, IR1, divisé par R, d'accord? RAD qui est égal à R et qui est égal à 12 ohms. Voilà, donc R1 sur R, R1 est égal à 8. R, je trouvais que c'était 12.
Pardon, RAD c'est... Oui, c'était la résistance équivalente ici, c'est la résistance R, oui. Alors, 8 sur 4. Pourquoi j'ai mis 4? Ah oui, oui, pardon, c'était... et celle-ci, c'était 4 ohms. La résistance équivalente à tout ça, c'était 4 ohms, hein. C'est cette résistance-là qui était égale à 24, à 24 ohms. R1, R2, R3 en parallèle, on revient à notre page précédente. Alors, R, on avait trouvé effectivement que c'était 4 ohms, hein. C'est la résistance équivalente à R1, R2, R3 en parallèle, toutes les trois. Voilà. Alors, on en était donc ici, I1 qui est égal à VA moins VD sur R, VA moins VD qui est égal à R1 I R1, et je remplace et j'ai la valeur du courant I1 qui est de 1 ampère. Alors, ce courant I1, eh bien, il va me permettre de, de calculer. Alors, je vous rappelle l'objet de mon calcul, hein. C'était de trouver la différence de potentiel VA moins VC. On a dit que VA moins VC, c'était R'I2 et que I2, c'est I moins I1. Alors, on vient de trouver le courant I1. Donc, il me manque, pour avoir le courant I2, j'ai besoin de connaître ces deux termes, il me manque le courant I. Alors, le courant I, comment je fais pour l'avoir? Eh bien, connaissant, euh, connaissant le courant qui passe ici dans cette branche, donc sachant que ce qui passe dans la résistance équivalente à cette branche, je vais, ici je vais avoir, voilà, donc I1, c'est le courant qui passe dans la résistance équivalente à cet ensemble, c'est-à-dire R1 en parallèle avec R2, en parallèle avec R3, le tout en série avec R4. C'est ce qu'on avait appelé R seconde équivalait 24 ohms. D'accord? C'était R seconde. D'accord? Eh bien, euh, ce courant, dans la mesure où on a réussi à trouver sa valeur, on sait que c'est un ohm, eh bien, ça va me permettre de dire que VA moins VB, c'est cette résistance R seconde multipliée par le courant I1. D'accord? Donc, VA moins VB, c'est R seconde et I1. Alors, R seconde, je sais que c'est 24 ohms. I1, je sais que c'est 1 ampère. Donc, VA moins VB est égal à 24 volts. Donc, je remonte ici. Je vous rappelle qu'on avait dit que I, si on arrivait à connaître VA moins VB, eh bien, on pouvait connaître I. Donc, je reviens à cette équation et j'écris que puisque VA moins VB est égal à 24 volts, eh bien, I vaut VA moins VB sur RAB, c'est-à-dire 24, 24 sur 8, donc 3 ampères. Bon, eh ben, on a tout trouvé. VA moins VC, c'est R'I2.
I2, c'est I moins I1. On a trouvé I1 égale 1 ampère. I égale 3 ampères. Ça veut dire que I2, c'est 3 moins 1, donc 2 ampères. Et j'ai, si je connais chacun des facteurs dans ce produit, je connais R', je connais I2, donc j'ai VA, VA moins VC qui va être égal à R' ici, multiplié par I2 que je viens de calculer, R' que j'ai calculé tout à l'heure. Donc j'ai VA moins VC qui est égal à 12 volts. Voilà. Bon, vous le reprendrez à tête reposée. Je sais que ça a l'air très, très compliqué, mais il suffit de bien définir chacune des différences de potentiel et vous pouvez vous en sortir. Voilà. Alors, peut-être que ce serait plus simple si je remplaçais mon circuit. Je n'ai plus besoin de distinguer R5 et R6. Eh ben, je pourrais... alors, je peux garder ces trois-là en parallèle. Bon. Bon, ça ressemble à rien du tout. Je vais effacer et recommencer. Bon, voilà. Alors, je vais dire que ça, c'est équivalent. Alors, en bas, j'ai celle-ci que j'ai appelée R' en série avec R7, d'accord? Et en haut, alors mon point A est ici, mon point C est là, donc je cherche la différence de potentiel au bord de la résistance R', et, euh, et par en haut, eh bien, je vais avoir voilà, voilà. Alors, j'ai donc R1, R2, R3, R4, c'est bon? Et ici, eh bien, entre les deux points A et C, ben, j'ai la résistance équivalente R' en série avec R7. Alors, de quoi j'ai besoin? Eh bien, j'ai besoin de connaître le courant I1, j'ai besoin de connaître le courant total I pour pouvoir en déduire le courant I2 qui, lui, passe dans la résistance R' qui se trouve entre les deux points A et C. Donc, si je veux connaître VA moins VC, j'ai absolument besoin de ce courant I2 pour pouvoir écrire que VA moins VC, la différence de potentiel aux bornes de R', c'est R' multiplié par I2. D'accord? Alors, j'ai donc besoin du courant principal qui est I et j'ai besoin du courant I1 qui passe dans cette branche. Voilà. Donc, pour avoir le courant qui passe dans cette branche, eh bien, j'avais besoin de la différence de potentiel VA moins VD. D'accord?
Cette différence VA moins VD, ben, je l'ai parce que je connais le courant qui passe dans R1. Donc, grâce à ce courant, je connais la différence de potentiel aux bornes de R1. Je connais donc la différence de potentiel entre A et D, puisque R1 se trouve entre les deux points A et D. Et à partir de là, ben, si je connais la différence de potentiel VA moins VD et que je connais la résistance R qui est équivalente à R1, R2, R3 en parallèle, eh bien, je peux connaître le courant I1. Et à partir du courant I1, eh ben, j'ai trouvé, il manque un petit bout là. À partir du courant I1, eh ben, je peux en déduire VA moins VB. Si je connais VA moins VB, ben, je peux connaître le courant principal, puisque VA moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance équivalente à toutes ces résistances. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair là. C'est bon, vous êtes toujours là ou je vous ai perdu? Ça va? D'accord, très bien. Ok, bien, très bien. Alors, dernière question. Calculer dans ce cas la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance équivalente R à B. Alors, on a tout ce qu'il faut, hein, la puissance dissipée par effet Joule, c'est R I carré, R à B multiplié par I carré. Alors, on connaît le courant, c'est 3 ampères. On connaît R à B, d'accord? On a trouvé que c'était 8 ohms. Donc, voilà. On a, on a tout ce qu'il faut pour avoir la puissance dissipée par effet Joule. Bon, alors, exercice 4. Bon, vous me dites si vous voulez qu'on fasse l'exercice 4 ou si vous n'en pouvez plus avec toutes ces résistances dans tous les sens. Il nous reste encore un petit peu plus de 5 minutes, donc on peut, si vous voulez, commencer l'exercice 4. Bon, bah j'attends une réaction de votre part. On fait l'exercice 4. C'est oui, on fait l'exercice 4 ou oui, on n'en peut plus. D'accord. Ok. Alors, eh ben, on va déjà voir l'énoncé. Alors, il y a un 4 de trop là, hein, c'est l'exercice 4. Alors, dans le circuit ci-contre, le générateur délivre une tension de 120 volts, sachant que R1 égale 9 ohms et R4 égale 4 ohms. Déterminer les résistances R2 égale R3 pour lesquelles le courant I a sa valeur maximale. Calculer dans ce cas la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit. Alors, quand est-ce que le courant va avoir sa valeur maximale? Eh bien, si on applique la loi d'Ohm, eh bien, on va écrire que V, la différence de potentiel, va être égale. Alors, il faut qu'on remplace cet assemblage de résistances par une seule résistance, c'est-à-dire qu'on aurait une résistance équivalente avec juste le générateur, V avec, on va l'appeler résistance équivalente, et G, un courant qui passe dans cette résistance. Alors, la différence de potentiel au bord de la résistance, eh bien, ça sera la différence de potentiel donnée par le générateur, c'est-à-dire qu'on va écrire que V, j'écris la loi d'Ohm, V égale à R équivalente multiplié par I.
c'est-à-dire que I, c'est V divisé par R équivalente. Quand est-ce que I, quand est-ce que I va être maximal, V étant fixé à 120 volts, eh bien I sera maximal si la résistance équivalente est minimale. D'accord? Eh bien, on va écrire ce que c'est que la résistance équivalente et on va chercher quelle est la valeur de, R2 et de R3 pour que cette résistance équivalente soit minimale. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on va écrire que ces deux résistances qui sont en parallèle ont pour résistance équivalente R. Alors, ça sera tel que 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, c'est-à-dire que j'aurai dû au même dénominateur, donc j'aurai le dénominateur commun qui sera R1, R2. J'aurai donc R2 plus R1 sur R1, R2. Donc, si 1 sur R est égal à R1 plus R2 sur R1, R2, ça veut dire que R, c'est l'inverse. C'est R1, R2 sur R1 plus R2. Et j'écris que la résistance équivalente, eh bien, ça sera R plus R3 plus R4, puisque cette résistance R équivalente à R1 en parallèle avec R2 se trouve être en série avec R3 et R4. Donc j'ai R équivalent égal à R plus R3 plus R4. Alors je remplace R par R1, R2 sur R1 plus R2. Et je vais remplacer maintenant R1 par 9 ohms et R4 par 4 ohms. D'accord? Et je remplace R3 par R2. C'est-à-dire que je veux écrire R équivalente en fonction de R2. Voilà comment ça s'exprime en fonction de R2, puisque dans l'expression de R, eh bien, je connais R1, je sais que c'est 9, donc j'écris ici que c'est 9 R1 sur 9, plus, 9 R2 sur 9 plus R2. R3, je sais que c'est égal à R2, donc j'écris R2. Et R4, je sais que c'est 4. Voilà donc l'expression de R équivalent. Alors maintenant, pour trouver la valeur minimale de R équivalente, eh bien, il faut que je dérive cette expression par rapport à R2 pour savoir pour quelle valeur de R2 est-ce que cette dérivée est égale à 0. C'est comme ça qu'on démontre qu'une fonction admet un minimum ou un maximum. Il faut trouver pour quelle valeur de la variable est-ce que la dérivée de cette fonction s'annule. D'accord? Eh bien, quand on calcule la dérivée par rapport à R2, alors je vais dériver cette expression plus la dérivée de R2 par rapport à R2 qui va me donner 1, plus la dérivée de 4 par rapport à R2 qui va me donner 0, c'est-à-dire que la dérivée de R équivalent par rapport à R2, c'est la dérivée de cette expression, plus 1, qui est la dérivée de R2, et il n'y a pas de dérivée de ce terme-là. C'est bon? Alors, je dérive donc cette expression. Donc, j'aurai la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur, moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, divisé par le dénominateur au carré. Et je vous rappelle la règle de dérivation d'un rapport de deux fonctions f sur g. Si vous dérivez ça, c'est f' g moins f g' divisé par g au carré. C'est bon? Voilà, donc voici la dérivée de cette fonction-là.
La dérivée de R2, c'est 1 et la dérivée de 4, c'est 0. Alors, on développe et on se retrouve avec cette expression-là. Alors, je vous rappelle que l'objet de ce calcul de dérivée, c'est de trouver pour quelle valeur de R2 est-ce que la dérivée s'annule. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que cette quantité ne s'annule jamais. C'est une quantité qui est toujours positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la fonction R équivalente en fonction de R2, c'est une fonction croissante. Donc, ça veut dire que si R ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire R équivalent euh, en fonction de R2, c'est une fonction qui est toujours croissante. Donc, son minimum, eh bien, ça sera le minimum que peut prendre cette fonction. Donc, son minimum, eh bien, ça sera quand R2 sera minimum. Et R2, sa valeur minimale, eh bien, c'est quand R2 est égal à 0. Donc, donc R2 minimal, la valeur minimale que peut prendre R2, que peuvent prendre les deux résistances R2 et R3 pour que le courant, ben, pour que la résistance équivalente ait sa valeur minimale, ce qui va avoir comme conséquence que le courant va avoir sa valeur maximale, eh bien, ça sera que R2 égale R3 égale à 0 ohm. Voilà, c'est-à-dire que dans mon circuit, eh ben, il n'y aura que la résistance R4, qui va intervenir. Voilà, on reprendra ça la prochaine fois. Donc, je vous laisse partir. Voilà, bon après-midi à tous. Merci, merci à vous aussi.